Notre invité, Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Alors, je vous avais reçu le 8 septembre dernier. À l'époque, tout allait bien. Mais en 2 mois, vous êtes devenu l'homme à abattre. D'abord, vous avez été mis dans le sac des néo-réacs qui faisaient le jeu de Marine Le Pen. Vous étiez jugé islamophobe quand vous parliez du Coran guerrier. Aujourd'hui, jugé indécemment islamophile quand vous parlez de Daesh. Alors, on va revenir un peu en arrière. Le 8 septembre, vous êtes ici, vous commentez l'actualité. François Hollande parle de bombarder la Syrie. Voici un extrait de votre réponse. Nous devrions, nous, la France, cesser de bombarder les populations musulmanes sur la totalité de la planète en prétendant qu'elles nous menacent de terrorisme alors qu'elles ne nous menaçaient pas de terrorisme quand on a commencé à les bombarder et que c'est parce que nous les avons bombardés, sous prétexte qu'il y avait du terrorisme alors qu'il n'y en avait pas. Est-ce que vous imaginez qu'un Irakien voulait poser des bombes dans le métro parisien dans les années 90 ? Saddam Hussein finançait même les campagnes d'un président de la République, donc ça se passait bien, l'Irak et la France. Et ce week-end, on a appris que cet extrait servait de propagande à Daesh. Quand vous l'avez appris, quelle a été votre réaction ? D'abord, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, bon, quelqu'un aura probablement bricolé quelque chose. J'ai un peu l'habitude avec le net. Et puis quand j'ai vu que c'était effectivement avéré, je me suis dit, bah voilà, on a la technique habituelle des journalistes. Daesh a aussi ses journalistes. On prélève un de mes propos, on le sort du contexte absolument, et puis on me fait dire ce que j'ai dit, mais ce que je n'ai pas dit dans le contexte, quoi. Selon David Thompson, qui est journaliste à RFI et spécialiste des mouvements djihadistes, vous êtes en train de devenir, je le cite, l'une des coqueluches de l'État islamique, traduit en arabe. Vous êtes partagé sur tous les comptes pro-État islamique parce que vous reprenez mot pour mot le discours de l'État islamique. Oui. J'ai jamais été traduit en arabe. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le traité de la théologie. Je dis très précisément ce que je pense des 3 religions, dont l'islam. Ce prélèvement qu'on fait dans la vidéo de Daesh oublie quand même que dans cette même vidéo, on dit que je suis le plus grand des mécréants ou l'un des plus grands mécréants. Tout le monde oublie quand même cette chose-là. Simplement, on a juste intérêt à me salir. Il y a des gens en France qui ont intérêt à me salir. Ça fait des années et des années que Libération me traite de pédophile refoulé, d'antisémite. Il y a quelque temps, j'étais le suppôt de Marine Le Pen. Maintenant, je suis le suppôt de Daesh. Enfin le support de Daesh, du moins, ça devient un peu n'importe quoi. Moi j'écris des choses, je dis des choses depuis le début. Je vous écoutais tout à l'heure, Angela Merkel a dit qu'elle ne voulait pas intervenir de manière militaire. 53% des Allemands ne sont pas pour une solution militaire, mais sont pour une solution diplomatique. Font-ils le jeu de Daesh? Sont-ils la coqueluche de Daesh? Il faut juste arrêter. Tous ces gens qui arrêtent de penser, qui ont cessé de penser aujourd'hui, estiment que quiconque pense fait le jeu de Daesh. Ça devient difficile de faire son métier. Alors, propagande ou pas de Daesh, vous n'avez pas l'intention de changer votre pensée. En témoigne ce tweet posté quelques heures après les attentats du 13 novembre. Droite et gauche qui ont internationalement semé la guerre contre l'islam politique, récoltent nationalement la guerre de l'islam politique. Autrement dit, la France récolte ce qu'elle a semé? Écoutez, je suis tombé sur un site et j'ai cité ce site sur mon compte Twitter. Vous savez combien de morts musulmans ont fait les guerres que nous faisons prétendument au nom des droits de l'homme depuis 1990? 4 millions. 4 millions de morts. On voudrait que l'Occident puisse supprimer 4 millions de musulmans et on estime qu'il ne devrait pas répondre. Alors je dis pas que le terrorisme est une bonne chose, je dis pas que Daesh est une bonne chose, ça fait des années que je dis que l'islam n'est pas une bonne chose pour la République. Et il suffit de me lire. Je vois pas comment je deviendrai la coqueluche de Daesh alors que je fais l'éloge de l'hédonisme depuis toujours, alors que je fais l'éloge d'une politique de gauche libertaire qui est une politique athée en même temps. Je vois pas comment je pourrais être la coqueluche de ces gens-là. Simplement on peut prélever effectivement quelque chose qui est ce que j'ai effectivement dit, ce que vous avez montré tout à l'heure et auquel je souscris encore, et auquel souscrivent plein de gens. De Villepin à Chevènement, qui ne font pas le jeu de Daesh pour autant, du Parti communiste, si j'ai bien lu, à la CGT, M. Martinez ne fait pas le jeu de Daesh, moi je souscris à ce que ces gens-là disent. Simplement pourquoi quand c'est moi qui dis ces choses-là, d'un seul coup, on veut encore me salir, et M. Geoffrin, qui a quand même des problèmes de psychiatrique à mon endroit, mais qui se sert de cette chose-là, comme depuis 5 années, là, la dernière fois c'était je faisais le jeu de Marine Le Pen, mais comment pourrais-je être islamophobe faisant le jeu de Marine Le Pen, et aujourd'hui compagnon de route de Daesh? Il faudrait que je sois sacrément taré. Il faudrait choisir à un moment donné. Il y a un moment donné, il va falloir qu'ils choisissent. Alors j'ai déjà, je vous dis, été un pédophile refoulé, un antisémite, quelqu'un qui faisait le jeu de l'extrême droite. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Vous dites que la France doit cesser sa politique islamophobe. Si la politique de la France était islamophobe, elle s'attaquerait à d'autres pays où il y a un peuple musulman, l'Arabie Saoudite, le Qatar, par exemple? Oui, mais ils n'ont pas les mêmes moyens pour nous répondre. Hein. Je veux dire, on ne bombarde pas les pays qui ont les moyens de nous bombarder. On ne bombarde pas les pays qui ont la bombe atomique.
Il y a plein d'endroits où on n'intervient pas et où pourtant les droits de l'homme sont bafoués. Simplement, on n'a pas intérêt à aller bombarder, par exemple, la Corée, où les droits de l'homme sont superbement bafoués. On bombarde pas la Chine non plus, où les droits de l'homme n'existent pas beaucoup. Simplement parce qu'on sait que la Chine a la bombe atomique et que ça ne se passerait pas comme ça. Donc il y a une stratégie, moi je trouve sidérant que cette fausse gauche prétende que je suis passé à droite, voire à l'extrême droite, quand depuis 1983, toujours M. Geoffrin, Vive la crise, Libération, etc., ils ont renié tout ce qui fait la gauche. Où elle est, la gauche libertaire et pacifiste, des Jacques Prévert, des Boris Vian, des Albert Camus, tout le monde entonne le clairon aujourd'hui, il faut acheter des drapeaux. Il y a 15 jours, vous achetiez un drapeau, vous chantiez la Marseillaise, vous étiez un fasciste. Aujourd'hui, si vous ne chantez pas la Marseillaise et si vous n'avez pas de drapeau, vous êtes un fasciste. Il y a un moment donné où on se dit, il va quand même falloir recommencer à penser. Aujourd'hui, après les attentats du 13 novembre, vous pensez toujours qu'ils ne font pas bombarder Daesh ? Évidemment. J'estime que ça n'est pas en envoyant des bombardiers à partir de notre porte-avions qui jadis perdait son hélice qu'on va régler les problèmes dans les banlieues. Il y a deux fronts, c'est une guerre à deux fronts. Qu'on fasse un peu de géostratégie. Pourquoi Hitler a perdu la guerre? Parce qu'il y avait deux fronts, un à l'est, un à l'ouest. Il y a deux fronts. Il y a un front sur l'État islamique, les terres de l'État islamique, et encore, c'est pas seulement Syrie-Irak, ça va beaucoup plus loin. Et puis avec des avancées du côté de la Tunisie, on le voit bien. Et il y a ce front-là, mais puis il y a un deuxième front qui est totalement invisible, c'est la fameuse guerre asymétrique du terrorisme, où vous avez apparemment 1000 morts, ou 1000 personnes, peut-être 2000, qui sont susceptibles en France, un peu partout, d'obéir au calife quand il leur dira « allez-y ». Qu'est-ce qu'on va faire quand on aura attaqué la Syrie pour annihiler ou anéantir ces gens qui, dans les banlieues, sont prêts à agir à l'ordre du calife? Alors justement, Gilles Kepel, qui était à votre place hier, nous disait le territoire de Daesh, c'est l'une des raisons de force d'attraction de Daesh. Et lui faire perdre ce territoire, c'est lui faire perdre de son aura, et c'est donc affaiblir sa force d'attraction. Oui, vous savez, Gilles Kepel fait carrière en nous expliquant que l'islam est en train de s'effondrer. En l'an 2000, il nous disait que c'était le recul de l'islam, etc. Donc, je suis pas un grand lecteur de ce qu'il nous raconte depuis ce genre de choses. Moi, je vois d'autres qui nous expliquent. C'est parce qu'il explique là dans son dernier. Oui, c'est parce qu'il explique, mais je lis ses livres depuis longtemps et je vois ses thèses et je vois le réel, et le réel lui donne tort. Donc, il va falloir quand même qu'on puisse penser les choses autrement. Je pense que Daesh n'est pas qu'un territoire. Daesh, c'est une religion, c'est une communauté déterritorialisée. C'est une idéologie, une religion. Mais bien sûr, mais c'est pareil, mais une religion c'est une idéologie. Ça n'est qu'une idéologie. Moi, j'ai rien contre l'islam tant que l'islam est une affaire entre soi et soi, une affaire de croyants, de pratiques, de vie, etc. Le problème, c'est quand l'islam devient politique. C'est-à-dire quand on nous dit maintenant vous allez vivre aussi comme moi. Et à partir de ce moment-là, cette religion devient une politique, d'autant que c'est une théocratie et que nous sommes une démocratie. Regardez, moi qui suis prétendument passé à droite, c'est aujourd'hui François Hollande qui prend des idées à la droite, voire des idées à l'extrême droite, et la gauche qui, comme un seul homme, souscrit à ce tournant à droite, comme elle a souscrit au tournant libéral en 83, comme en 90, elle a souscrit au tournant de l'OTAN en emboîtant le pas Mitterrand, qui trouvait que ce que disait George Bush, c'était une bonne chose. Bush, à l'époque, il a dit que c'était une croisade. Nous sommes dans cette logique de croisade depuis 25 ans. Ben voilà, je dis simplement qu'on ne peut pas vouloir la guerre contre des gens et ne pas accepter que cette guerre, elle se fasse aussi en retour. Je dis, il faut arrêter cette guerre, ces guerres. Et si vous ne bombardez pas Daesh face à sa volonté d'expansion qui lui est intrinsèque, on fait rien? Non, j'ai surtout pas dit qu'on faisait rien, mais évidemment c'est plus facile de dire que je suis un ami de Daesh plutôt que de dire ce que les gens sont en train de faire tout de suite. Je veux dire, il y a 15 jours, Poutine c'était le diable, Assad c'était une ordure, il fallait pas parler à ces gens-là. Aujourd'hui, changement de pied complètement de la stratégie diplomatique française. Ces gens qui étaient nos ennemis avec lesquels il ne fallait pas parler, ce sont devenus nos amis. On a des relations quand il s'agit de vendre des équipes de foot, quand il s'agit de vendre des immeubles dans les beaux quartiers de Paris. On a des relations avec le Qatar, avec les Émirats arabes. On a des relations avec la Turquie. On sait très bien que ces pays-là ont des relations eux-mêmes avec le califat. Je crois à la diplomatie, je crois à l'intelligence, je fais mon métier de philosophe, je crois à la raison, à l'intelligence. Vous pensez qu'on peut négocier avec Daesh? Mais si on ne négocie pas avec nos ennemis, avec qui on négocie? Alors on va me dire, ah oui mais Hitler, je n'entends que ça, c'est pas Hitler, faut arrêter avec Hitler. Hitler, il a perdu la guerre. On a l'impression qu'il l'a gagné, il est dans toutes les conversations, et ça interdit de penser, en nous disant le calife Ibrahim, c'est Adolf Hitler. Oui, bon d'accord, on peut penser ce genre de choses, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce message que commente abondamment la presse qui a envie de me mettre la tête sous l'eau, c'est quand même un message qui dit, regardez ce que dit Onfray, s'il y a des bombardements, c'est parce qu'il y a s'il y a du terrorisme, pardon, c'est parce qu'il y a des bombardements. Moi, je serais chef d'État, je dirais, tiens, eux-mêmes disent qu'il y a une relation entre les bombardements et le terrorisme, ça veut dire que si on augmente le bombardement, on augmente
augmente le terrorisme. Donc vous pensez qu'il n'y aura plus d'attentats en France si on fait plus la guerre contre Daesh? Non, non, je dis pas ça. Je dis simplement que je suis sûr qu'il y aura encore des attentats tant qu'on continuera à bombarder. Je dis que tant qu'on n'a pas essayé la carte de la paix, la carte de la guerre me semble prématurée. Négocier, faire la paix avec Daesh, vous semble possible? Je pense qu'on pourrait très bien imaginer que on change de politique étrangère. On vient de le faire et tout le monde trouve ça très bien. Changer de politique étrangère en disant ça fait 25 ans que ces guerres que nous faisons et qui ont causé 4 millions de morts, je le rappelle, 4 millions de morts, ces guerres-là, il faut les arrêter. Il faut les arrêter, parce que nous les faisons non pas pour les droits de l'homme, ça c'est le cache-sexe, mais pour les intérêts stratégiques, les intérêts de sous-sol, les intérêts de pétrole, les intérêts d'uranium. On n'est pas par hasard dans ces endroits-là. Prenez une carte géologique et vous comprendrez la géostratégie et la politique. Je dis simplement qu'on a des chancelleries qui se sont beaucoup trompées, qu'on a des diplomates qui n'ont pas fait grand-chose pour aller dans ce sens-là. Moi, je trouve que le grand Chirac, il était dans le refus de cette guerre et que le discours de Villepin était quelque chose d'extrêmement important et il s'inscrivait dans la tradition des Lumières françaises. Là, on est dans la tradition de Déroulède, de l'extrême droite. On est dans la tradition de Maurice Barrès, on est dans la tradition de Déroulède. C'est la gauche qui défend ce discours-là. C'est la gauche qui, il y a 2 mois, disait que j'étais passé à l'extrême droite. Ce sont ces gens qui, avec des coups de menton, s'en viennent nous expliquer que on va y aller, qu'on va leur en mettre, etc. Moi, je fais confiance à l'intelligence. Et si l'intelligence ne marche pas, alors je fais confiance à la guerre. Je ne suis pas un pacifiste qui dirait jamais la guerre. Je dis simplement, essayons toutes les cartes de la paix, de la diplomatie, de la négociation, parce que les gamins dans les banlieues qui sont prêts à tirer sur les gens qui sont sur les terrasses, ils écoutent le calife. Mais vous savez ce qu'on vous répond aussi, c'est quand vous dites « ils nous attaquent parce qu'on les bombarde », on vous répond aussi « ils nous attaquent parce que notre mode de vie, il le juge décadent, que l'égalité homme-femme, il le juge insupportable, qu'il y a les lois sur la burqa, les lois sur les signes religieux dans les écoles, et que c'est aussi ce qui fait de nous une cible ». Je le dis depuis des années, je suis l'un des rares à gauche à dire que les thèses de Samuel Huntington sur le choc des civilisations sont des thèses fondées. Pour avoir dit ça, j'étais aussi un type qui était passé à l'extrême droite. On le voit bien qu'il y a 2 civilisations. On le voit bien, la civilisation... Daesh, c'est une civilisation? L'islam de manière générale est une civilisation. L'islam dont se réclame Daesh est une civilisation. Cette idée dans laquelle on veut nous enfermer du genre nous sommes les civilisés, ils sont les barbares, c'est exactement la même chose que pendant la guerre 14-18. J'ai travaillé sur cette question. Le grand Bergson était tombé dans ce piège-là en nous disant les Boches, c'est des barbares. Ce sont des barbares, ils mangent les enfants tout crus. On disait ces choses-là à l'époque. Bergson soutenait ces choses-là. Et puis en face, on disait, nous, c'est la civilisation. Et bien là, on est en train de faire exactement la même chose. Tout le monde est tolérant, tout le monde est cosmopolite, il faut aimer tout le monde, et puis d'un seul coup on se dit mais cette civilisation, c'est pas notre civilisation. Moi je préfère la civilisation du football, j'aime pas le football, mais je préfère la civilisation des apéritifs en terrasse. Je préfère la civilisation des jeunes filles, des jeunes femmes libérées. Depuis que je dis ça, on dit que je suis islamophobe. Je dis simplement, on n'a pas combattu pour nos valeurs. Aujourd'hui, tout le monde découvre que, effectivement, il aurait fallu combattre pour nos valeurs. Vous pensez souhaitable le développement d'un mouvement pacifiste en France? Il existe en Allemagne. Je vous dis, 53% des gens sont contre. On va voir. Moi, je veux pas dire, j'ai eu raison trop tôt. Je dis simplement, prenons date. On va voir. On va voir comment la cote de Hollande va s'effondrer et comment d'un seul coup les gens vont découvrir que tant que le terrorisme va continuer alors que nous avons intensifié nos bombardements, finalement c'est probablement pas la solution. Et où s'arrête alors le pacifisme et où commence le collaborationnisme? Le collaborationnisme, c'est encore une invitation à ne pas penser. Parce que les gens ont l'impression aujourd'hui que parce qu'ils boivent un coup en terrasse, ils sont Jean Moulin et qu'ils sont résistants. Donc il faut arrêter Hitler, résistance, collaboration, etc. Je pense que la diplomatie n'est pas la collaboration. La diplomatie, c'est faire primer le cerveau sur les testicules. Et nous avons aujourd'hui une politique testiculaire. On y va, on y va, il y a des drapeaux, on est français, on va leur casser la gueule et puis on va intensifier les bombardements, etc. La guerre conduit à la guerre, qui va générer la guerre, qui va conduire à la guerre. Si on veut une guerre de 100 ans, c'est ce qu'il faut faire. Si on veut retrouver la grande tradition intelligente d'une gauche qui était pacifiste sans être pour autant opposée à la guerre quand il fallait la faire, eh bien à ce moment-là, on retrouve cette idée que nous avons des grands diplomates, que nous avons des gens comme Chevènement, nous avons des gens comme Villepin, qui sont capables aujourd'hui de faire des missions de bons offices auprès des ambassades des pays dont je parlais tout à l'heure, pour accéder à des gens avec lesquels on dîne avec la grande cuillère. C'est comme ça qu'on fait quand on est avec le diable, parce qu'effectivement, on ne négocie jamais qu'avec nos ennemis. On va pas les négocier avec nos amis, on négocie avec nos ennemis. Donc des gens qui veulent notre faim ou qui veulent notre peau, on va leur dire bon, qu'est-ce qui est faisable? Ça va continuer longtemps comme ça, ou est-ce que on peut envisager des choses? Si par exemple on refuse cette politique, on sort de cette politique indexée sur celle de George Bush depuis 1990. Le Parti socialiste fait la politique de George Bush quand même pour information. Ils appellent ça être de gauche encore ces gens-là.
À ce moment-là, on dit, on voit ce que ça donne. Je pense aux services secrets. Il faut que les services secrets travaillent. Je pense que les renseignements doivent travailler. Je pense que les chancelleries doivent travailler. Et puis que, finalement, la guerre, c'est pas forcément quelque chose que décide le président de la République tout seul. Le président de la République, qui soit dit en passant, est en campagne pour sa réélection. Donc on peut imaginer que les choses se passent autrement, pas forcément avec les partis, qui eux aussi sont pas forcément des grands démocrates, mais avec le peuple. On peut faire des référendums, justement, avec des vrais débats, ou des gens qui défendent des positions qui sont celles de l'Allemagne. Moi, je vais demander l'exil politique à l'Allemagne. 53% des Allemands pensent d'une certaine manière ce que je pense. Donc, je me ferai pas traiter de suppôt de Daesh là-bas, probablement. Alain Finkielkraut était notre invité il y a quelques jours. Il réagit à votre pacifisme. On l'écoute, on en parle après. Je pense que ce raisonnement est faux. Je pense qu'il est très dangereux. Je pense qu'il nous entraîne vers un pacifisme intégral. Et Michel Onfray va jusqu'au bout de ce raisonnement, puisqu'il demande même de signer la paix des braves, une trêve avec l'État islamique. Ce qui me paraît, cette proposition me paraît absolument extravagante. Mais c'est très intéressant, si vous voulez, que vous m'interrogiez sur Michel Onfray. Parce que il y a quelques semaines, et quelques jours encore, une campagne battait son plein en France contre les néo-réacs, parce que c'était ça l'ennemi, pas l'islamisme. Et nous étions mis dans le même sac, Onfray et moi. Nous étions mis dans le même sac, Onfray et moi, le même sac, donc des néo-réacs. En septembre, on vous accusait, vous, l'homme de gauche, de faire le jeu du FN en raison de vos propos sur l'islam. Vous étiez islamophobe selon Libération. Marine Le Pen vous défendait. Est-ce que c'est parce que vous étiez mis dans ce sac des néo-réacs, ce qui est insupportable pour vous? Non. Non, que aujourd'hui vous tenez ces propos sur les musulmans et sur Daesh. Vous croyez que je prends mon avis dans Libération et que pour faire plaisir à Libération, je change d'avis en me disant tiens, je vais passer de l'islamophobie à l'islamophilie, ce serait pas mal que je joue la carte de... Ça vous a pas touché d'être traité de néo-réac? Pas chez ces gens-là, je veux dire, jadis, ils ont fait une demi-page contre moi en faisant silence depuis des années sur l'Université populaire en disant que Jean-Luc Nancy, philosophe par ailleurs, disait que le succès de l'Université populaire s'expliquait par le grand refoulé français, c'est-à-dire l'antisémitisme, et que j'étais porteur de cet antisémitisme. Donc vous savez, je me fais insulter dans Libération depuis 5 ans. Je pense que Alain Finkielkraut a l'air très content de pouvoir se désolidariser de moi en disant finalement j'ai plus rien à voir avec ce type-là. Je veux dire, Alain Finkielkraut fait partie de ces gens qui ont 4 millions de morts sur la conscience. C'est quelqu'un qui depuis 1990 fait partie de ceux qui nous disent bombardons. Allez-y, l'Irak on bombarde, l'Afghanistan on bombarde partout. Donc il y a un moment donné où il faut juste assumer. Pas dire, moi je suis un gentil garçon, j'ai choisi l'axe du bien, Onfray choisit l'axe du mal, vous vous rendez compte, il propose des choses terribles, mais est-ce que ça n'est pas terrible? Depuis 25 ans, il faut relire ce que dit Alain Finkielkraut, de justifier toutes les guerres qui ont fait 4 millions de morts. C'est rien, 4 millions de morts? C'est rien, 4 millions de morts, ce sont 4 millions de morts musulmans, donc ça compte pour rien. C'est quand même ce genre de choses sur lesquelles il va falloir débattre. Il y a un moment donné où les propos des philosophes engagent. Et on ne peut pas dire pendant 25 ans un certain nombre de choses. Il faut aller détruire Saddam Hussein parce qu'il a des armes de destruction massive et il met en péril l'État d'Israël. Et enfin tous les discours qu'on nous a tenus à l'époque. Saddam Hussein, il finançait des campagnes présidentielles, comme je le disais. Bachar el-Assad, c'était le diable. Il y a quelque temps, il était sur les Champs-Élysées, ses troupes descendaient les Champs-Élysées avec les présidents de la République, Nicolas Sarkozy qui l'accueillait. Et à l'époque, la gauche n'a rien trouvé à redire à ça. Kadhafi a été reçu en France. Donc il y a un moment donné où quand tous ces gens-là nous disent on les reçoit, c'est très bien, puis après on les bombarde, c'est très bien, puis après ils nous bombardent, c'est pas bien, puis après il fait le jeu de Daesh. Mais enfin ces gens-là font le jeu d'une politique américaine décidée par Bush avec des intérêts qui ne sont pas ceux des droits de l'homme, ils sont indexés sur l'OTAN depuis cette époque-là, et quand on leur dit, bon, ça a fait 4 millions de morts au bout du compte, votre politique, alors vous dites quoi? Là, ils disent rien, mais ils sont juste contents de pouvoir dire, Onfray, on s'en est débarrassé, on était accolés au nom de Onfray, c'était comme une espèce de peste, maintenant ça va, Finkielkraut va pouvoir être néo-réac tout seul. Aujourd'hui, la France semble avoir une position, une politique moins atlantiste, puisque François Hollande décide de rencontrer Vladimir Poutine. Ça vous réjouit qu'on soit un peu moins atlantiste? Vous l'avez vu avec Obama, et que je te dis du François, et que je te dis du Barack, et que on est copains, on s'aime, n'est-ce pas, etc. Enfin, on est allé faire quoi là-bas? Demander le compassionnel qu'on obtient depuis le 13 novembre. On est allé demander que Barack Obama allume des bougies, il a allumé des bougies, qu'il écrive un poème, il a écrit un poème. Et on reparle avec Poutine parce qu'Obama reparle avec Poutine, c'était lors du G20? Mais il n'y a pas de politique dans cette configuration-là, parce que je pense que c'était précédemment qu'il fallait effectivement composer avec Poutine. On ne compose, je le dis encore, qu'avec ses ennemis, qu'avec ses adversaires, pas avec ses amis.
Est-ce que sur notre sol, les nombreux hommages que vous avez pu voir, qui sont rendus actuellement, l'émotion vous semble une réponse pertinente? Non, c'est pas une réponse pertinente, je la comprends. Je comprends l'émotion, je trouve simplement qu'il y a un moment donné où le problème c'est pas l'émotion, c'est l'exposition d'émotions. Moi je trouve que ça manque de décence, voilà, c'est tout. J'ai de l'émotion. Vous pouvez pas imaginer que je reste insensible au fait qu'on massacre 200 familles. Ce sont 200 familles détruites, ce sont 200 personnes, mais ce sont 200 familles qui sont détruites. La douleur de tous ces gens-là. Et on me dit, mais vous vous rendez compte, votre tweet, là, comment ça peut blesser les familles? Mais les familles, elles sont blessées parce qu'elles ont perdu un enfant, un garçon, une fille. Vous parlez du pitoyable Pré-Fort Paris dans une... Mais oui, ça veut dire quoi? Qu'on a comme réponse que prier? On a ça comme réponse, prier, c'est-à-dire quand on est président de la République, quand on est l'héritier théoriquement du général de Gaulle, on dit voilà, la solution pour nous c'est prier. En anglais d'ailleurs on le dit. J'estime que moi l'athée, on est tombé bien bas dans cette France prétendument des Lumières. C'est fini la France des Lumières, je pense. C'est fini. Puisque dans la patrie de Voltaire, on nous dit que la solution à ce terrible drame, c'est la prière. C'est-à-dire très exactement le discours des Américains. Il faut prier. In God we trust. Ben non, moi je suis athée, et l'athée que je suis dit arrêtez avec vos guerres de religion. Moi j'en ai assez, moi, du judéo-christianisme qui s'oppose à l'islam et à l'islamisme. J'en ai assez des dieux et de ces discours qui ont 20 siècles ou 25 siècles, ou un peu moins pour l'islam, et qui sont des discours qui nous pourrissent la vie. C'est un discours régressif. Je souhaiterais une politique libertaire et pas libérale, et une politique de gauche et pas de droite, s'extrémisant à droite avec la gauche qui la bénit. Allez, un peu de rêve pour finir. Votre livre, L'étoile polaire, est un conte illustré par Mylène Farmer, une histoire qui met en scène des baleines, des vikings, des pierres qui polarisent la lumière et qui permettent de ne pas perdre le nord. Un conte philosophique qui est fait pour les 7 à 77 ans. En gros, même s'il faut aller plus loin maintenant. Vous savez, je n'écris pas pour un public en me disant j'ai une cible et je vise. Très précisément, c'est une histoire un peu longue. Mais enfin, c'est un texte que j'ai écrit pour le fils d'un ami. Parce que j'avais écrit une version adulte, on dira, et que je ne savais pas s'il était en âge de lire cette version adulte, et je me suis dit, elle était c'était un long poème, et je me suis dit, je vais faire une version en prose, un peu prose poétique, et puis en même temps plutôt destinée à ce garçon qui a une dizaine d'années. Et après, moi, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas ce que ça veut dire écrire pour quelqu'un qui aurait 5, 6, 7, 8, 9 ans, ou 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, je sais pas. Donc je l'ai écrit en me disant, ce qui serait bien, c'est que tout le monde y trouve son compte, et que ce soit un compte à entrée multiple, et que les enfants puissent le comprendre, mais que les adultes puissent le saisir aussi à leur manière. C'est une belle affiche, Michel Onfray, Mylène Farmer. Qu'est-ce que vous avez en commun, tous les deux? Je pourrais dire des choses gentilles sur elle, mais si je dis des choses gentilles sur elle, des choses gentilles sur moi, je voudrais pas. Mais ce que je sais de Mylène Farmer, c'est que c'est un personnage authentique. C'est que c'est un personnage dont on dit beaucoup, qu'elle construit un mythe ou qu'elle entretient un mythe, et que c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Elle est simple, vraie, fragile, parce que ce monde des médias, le monde des gens avec leur jalousie, leurs envies, leur médiocrité, leur bassesse, etc. Elle est un peu tétanisée devant ce monde-là, donc elle vit une vie d'artiste. C'est-à-dire que tout dans sa vie converge vers son œuvre. Et il y a une œuvre. Et je me sens très proche de cette façon d'être au monde, c'est-à-dire savoir que le monde n'est jamais bienveillant, surtout en France, à l'endroit de ceux qui ont du succès avec le public, du succès populaire, une grande tradition catholique. Donc quand on commence à faire des livres qui se vendent, eh bien, effectivement, on est un pauvre type, on n'est pas un philosophe, on est moins que rien, etc. Donc si on vend des disques et beaucoup de disques, bah, évidemment, c'est rien du tout. Il vaut mieux être un gratouilleur de cabaret qui touche 3 personnes à la fois, parce qu'on estime que là c'est très grand, et là vous aurez une dernière page dans l'IB. Et ces attaques, justement, elles vous inciteraient, vous, à vous mettre plus en retrait comme Mylène Farmer, à être moins présent dans les médias? Est-ce que parfois, j'imagine que vous êtes atteint par... Non, je l'ai été il y a très longtemps, quand j'ai commencé à avoir une vacherie de temps en temps dans un journal, et que j'estimais ne pas la mériter, parce que je dis mais on me reproche des choses que je n'ai pas mérité. Puis après, j'ai vu comment ça fonctionnait. Puis après, le succès aidant, plus vous avez du succès avec les gens, avec le peuple, plus l'élite vous déteste. Et à ce moment-là, j'ai compris l'espèce d'enchaînement. Je vois bien pourquoi aujourd'hui je suis l'homme à abattre. C'est-à-dire Cosmos fait 150 000 exemplaires. Eh ben, c'est pas sans relation non plus avec le fait que la détestation d'un certain nombre de gens est totalement lâchée. Donc, moi, ça va pas me calmer. Hein. Bon, et on souhaite le même succès à L'Étoile polaire. C'est publié chez Grasset. Merci infiniment, Michel Onfray. Merci d'être venu sur LCI. Très bonne journée à tous. À demain.